Le 12 octobre 1995, Amélie Laurent, une fillette de 10 ans, s'est volatilisée de son école à Clairefontaine, une paisible commune du Val-de-Loire. Pendant 20 longues années, son cas est resté l'un des mystères les plus douloureux de France. Une blessure ouverte dans une communauté qui se croyait à l'abri du mal. Les recherches, les appels à témoins, les pistes explorées n'ont mené nulle part, laissant une famille brisée dans un silence assourdissant. Jusqu'à ce qu'en 2015, une simple rédaction d'enfants, retrouvée par hasard dans un placard poussiéreux, ne révèle une vérité bien plus sombre et complexe que ce que quiconque aurait pu imaginer. Un message codé, écrit par Amélie elle-même, attendait patiemment son heure. Comment un appel au secours aussi clair a-t-il pu rester caché sous les yeux de tous pendant 2 décennies? Avant de vous révéler comment ce cahier d'écolier a fait s'effondrer un mur de silence et a désigné un coupable insoupçonnable, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous suivez et abonnez-vous à la chaîne. Car l'histoire que vous allez découvrir ne parle pas seulement d'une disparition, mais d'une conspiration silencieuse au cœur même de l'endroit qui aurait dû être le plus sûr. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée, transformant des voisins en suspects et un lieu de savoir en scène de crime. La vérité, parfois, est bien plus proche et terrifiante qu'on ne le pense, et elle était là, écrite noir sur blanc, attendant simplement que quelqu'un sache la lire. Le conflit principal est né de son absurdité même. Amélie n'a pas disparu sur le chemin de l'école ou dans une ruelle sombre. Elle s'est évaporée de l'enceinte de l'établissement scolaire, entre la fin de son cours de français à 15h30 et le moment où sa mère, Sophie, est venue la chercher à 16h30. 30 minutes. Un intervalle de temps infime dans un lieu clos, rempli d'enseignants, d'élèves et de personnel. La police a immédiatement bouclé le périmètre, mais c'était déjà trop tard. Aucune trace de lutte, aucune porte forcée, aucun témoin oculaire d'un enlèvement. Le portail était surveillé par le concierge. Les murs étaient hauts. Amélie Laurent, 10 ans, semblait avoir traversé les murs, laissant derrière elle un mystère absolu qui allait défier la logique et ronger la communauté pendant des années. Pour comprendre le choc, il faut savoir qui était Amélie. Ce n'était pas une enfant exubérante ou difficile. Au contraire, c'était une fillette remarquablement observatrice, une âme un peu vieille dans un corps d'enfant. Elle préférait la compagnie des livres aux jeux bruyants de la cour de récréation. Fille unique de Philippe, un médecin respecté, et de Sophie qui tenait une petite librairie en ville, elle vivait dans un cocon d'amour et de culture. Sa passion était l'écriture. Elle remplissait des carnets entiers d'histoires, de poèmes, de petits mystères qu'elle inventait. Cette nature calme et réfléchie rendait son évaporation encore plus incompréhensible. Amélie n'était pas du genre à suivre un inconnu ou à faire une fugue. Quelque chose ou quelqu'un l'avait arrachée à sa vie, et ce quelqu'un se trouvait forcément à l'intérieur de l'école. L'agonie de la famille Laurent a été immédiate et totale. Les premières heures furent un brouillard de panique, de coups de fil frénétiques aux parents d'élèves, d'appels à la gendarmerie. Puis, les jours se sont transformés en semaines, et la panique a muté en une douleur sourde, une angoisse permanente. Sophie et Philippe sont devenus des fantômes dans leur propre vie. Ils ont arpenté les rues de Clairefontaine, plaçardant des affiches avec le visage souriant de leur fille, un sourire qui devenait de plus en plus poignant à mesure que le papier se délavait sous la pluie. Ils ont dépensé leurs économies pour engager des détectives privés, suivi des centaines de fausses pistes qui ne faisaient que raviver la plaie. Leur vie s'est arrêtée ce 12 octobre 1995, suspendue à une question sans réponse, prisonnière d'un deuil impossible à faire. Clairefontaine n'était pas préparée à une telle horreur. C'était le genre de petite ville où les gens laissaient leurs portes ouvertes, où les enfants jouaient dehors jusqu'au crépuscule. La disparition d'Amélie a fait voler en éclats cette illusion de sécurité. Du jour au lendemain, la méfiance s'est installée. Les parents accompagnaient leurs enfants jusqu'à la grille de l'école, les tenant fermement par la main. Les conversations amicales entre voisins se sont teintées de suspicion. Chaque regard semblait cacher une question. Était-ce toi? Savais-tu quelque chose? La ville, autrefois unie et fière de sa tranquillité, s'est fracturée. La peur a empoisonné les relations, transformant ce havre de paix en un théâtre de doutes et de secrets murmurés. L'école, symbole de l'avenir, est devenue un monument à la confiance perdue. L'enquête initiale, menée par le commissaire Duval, a été un modèle de frustration. Confronté à une absence totale de preuves matérielles,
Les enquêteurs se sont retrouvés à tourner en rond. Ils ont interrogé chaque enseignant, chaque élève, chaque membre du personnel. Ils ont fouillé l'école de la cave au grenier, passé les bois environnants au peigne fin. Rien. Pas une empreinte, pas un cheveu, pas une fibre de vêtement. La thèse de la fugue a été rapidement écartée et celle de l'enlèvement semblait impossible sans témoin. La pression médiatique était immense et chaque jour sans avancée ajoutait au poids de l'échec. Les enquêteurs ont commis des erreurs peut-être en se concentrant trop sur des pistes extérieures alors que la clé du mystère se trouvait probablement déjà entre leurs mains sans qu'ils le sachent. Au cœur de ce drame, deux figures de l'école ont été particulièrement marquées. Madame Mercier, la professeure de français, a été rongée par la culpabilité. Elle était la dernière personne à avoir parlé à Amélie lorsqu'elle lui avait rendu sa rédaction intitulée « Mon endroit secret ». Elle a repassé cette scène des milliers de fois dans sa tête, cherchant un signe, un regard, une hésitation qu'elle aurait manqué. De son côté, le directeur Reynard, un homme autoritaire et très soucieux de la réputation de son institution, a géré la crise avec une froideur qui a surpris. Il a rapidement cherché à étouffer l'affaire en interne, demandant au personnel de ne pas parler à la presse pour protéger les enfants. Cette attitude, perçue comme une tentative de dissimulation, a fait naître les premières rumeurs à son encontre. Très vite, les soupçons de la communauté se sont cristallisés sur une cible facile. Monsieur Garnier, le concierge de l'école. C'était un homme solitaire, taciturne, qui vivait seul dans un petit logement de fonction attenant à l'établissement. Son caractère reclus et son manque d'interaction sociale en ont fait le coupable idéal aux yeux de la ville. Les rumeurs les plus folles ont circulé à son sujet. La police l'a interrogé à plusieurs reprises, fouillant son logement et son passé sans rien trouver de concret. Faute de la moindre preuve, ils ont dû le relâcher. Mais pour les habitants de Clairefontaine, le mal était fait. Monsieur Garnier est devenu un paria, un homme marqué au fer rouge par la suspicion, même en l'absence de toute accusation formelle. Cette chasse aux sorcières a détourné l'attention, peut-être intentionnellement. Les mois ont passé, puis les années. L'affaire Amélie Laurent est devenue un cold case, un dossier de plus dans une armoire métallique à la gendarmerie. Les médias nationaux sont passés à d'autres drames et Clairefontaine a tenté, en surface, de retrouver une forme de normalité. Mais la cicatrice était trop profonde. Pour la famille Laurent, le temps n'a rien effacé. Leur maison est devenue un sanctuaire figé en 1995. La chambre d'Amélie est restée intacte, avec ses livres sur l'étagère et ses carnets sur le bureau, comme si elle allait rentrer d'une minute à l'autre. Chaque anniversaire, chaque Noël, était une nouvelle torture. Ils vivaient dans l'attente, une attente vide et silencieuse, accrochée à l'espoir fragile qu'un jour, la vérité éclaterait enfin et mettrait un terme à leur long cauchemar. L'affaire Amélie Laurent est officiellement classée sans suite en 1998, 3 ans après sa disparition. Pour les autorités, sans corps, sans demande de rançon et sans la moindre preuve tangible, il n'y avait plus de direction à suivre. Le dossier a été archivé, rangé dans une armoire métallique, rejoignant les rangs des mystères non élucidés. Le commissaire Duval, usé par cet échec cuisant qui avait marqué sa carrière, a été muté dans une autre région, laissant derrière lui une enquête au point mort et une communauté fracturée. Pour le reste du monde, l'histoire d'Amélie est devenue un fait divers tragique, puis un lointain souvenir. Mais pour Clairefontaine, et surtout pour la famille Laurent, le classement de l'affaire n'était pas une fin, mais la confirmation d'une sentence. Ils étaient condamnés à vivre avec un fantôme. Pour les Laurent, le temps ne s'est pas écoulé. Il s'est figé. La première décennie après la disparition a été une descente lente dans un purgatoire de l'incertitude. Philippe s'est noyé dans son travail à l'hôpital, cherchant dans la rigueur médicale une logique qui avait déserté sa vie personnelle. Il passait des nuits entières à la clinique, fuyant le silence, assourdissant de sa maison. Sophie, quant à elle, a abandonné la librairie. Elle ne supportait plus les regards de pitié ou les questions maladroites des clients. Leur maison est devenue une forteresse de chagrin. Les repas se prenaient en silence, chaque bruit de porte ravivant une seconde l'espoir insensé qu'Amélie allait rentrer. Ils ne parlaient presque plus de leur fille. Son nom était devenu trop lourd à porter, mais son absence occupait chaque recoin de leur existence. Ce traumatisme, partagé, loin de les souder, a creusé un fossé silencieux entre Philippe et Sophie. Le deuil est une expérience solitaire, et ils le vivaient de manière radicalement opposée. Philippe cherchait l'oubli dans l'épuisement, tandis que Sophie s'accrochait à chaque souvenir,
refusant de laisser l'image de sa fille se ternir. Elle passait ses journées à errer dans la chambre d'Amélie, touchant ses livres, ses jouets, respirant l'odeur de son enfance figée. Cette divergence a créé une distance infranchissable. Ils étaient deux naufragés sur la même île déserte, mais chacun incapable de voir la souffrance de l'autre, trop consumé par la sienne. Leur amour, autrefois solide, s'est érodé sous le poids de ce qu'ils ne pouvaient ni partager, ni guérir. La maison n'était plus un foyer, mais un mémorial de leur vie brisée. En 2002, une lueur d'espoir brutale et inattendue a secoué leur torpeur. Un tueur en série, arrêté dans le nord de la France pour l'enlèvement et le meurtre de plusieurs jeunes filles, est devenu le suspect numéro 1 dans des dizaines de cold cases à travers le pays. Son mode opératoire et la période de ses crimes correspondaient. Pendant plusieurs semaines, l'affaire Amélie Laurent est revenue à la une des journaux. Les gendarmes sont revenus chez les Laurent, posant de nouvelles questions, leur montrant des photos du suspect. Pour la première fois en 7 ans, Philippe et Sophie ont ressenti quelque chose d'autre que le désespoir. Une angoisse mêlée d'une attente insoutenable. La possibilité d'obtenir enfin une réponse, même la plus horrible qui soit, était à la fois terrifiante et libératrice. Mais l'espoir, aussi vite apparu, s'est évanoui dans une cruelle désillusion. Après des semaines d'enquête approfondie, l'alibi du suspect pour le 12 octobre 1995 s'est avéré solide. Il se trouvait à des centaines de kilomètres de Clairefontaine ce jour-là. La piste s'est refermée aussi brutalement qu'elle s'était ouverte. Pour les Laurent, ce fut peut-être le coup le plus dur depuis la disparition elle-même. La chute a été vertigineuse, les ramenant à leur réalité avec une violence inouïe. Cette fausse piste a eu un effet dévastateur. Elle a éteint la dernière étincelle d'espoir qui subsistait en Philippe. Pour lui, c'était la preuve que la vérité ne serait jamais trouvée. Il a sombré dans une résignation amère, tandis que Sophie, elle, refusait d'abandonner, s'enfermant encore plus dans sa quête solitaire. Le 10e anniversaire, en 2005, a été un jalon particulièrement douloureux. Une petite cérémonie a été organisée devant l'école, mais peu de gens sont venus. La plupart des habitants de Clairefontaine avaient tourné la page, désireux d'oublier ce chapitre sombre de leur histoire. L'école elle-même, sous la direction de M. Reynard, avait fait peau neuve. Un nouveau gymnase avait été construit, le hall d'entrée avait été rénové, comme pour effacer physiquement le souvenir de la tragédie. Pour les Laurent, cette indifférence collective était une seconde trahison. C'était comme si non seulement leur fille avait été effacée de la vie, mais aussi de la mémoire de la ville. Ils se sont sentis plus seuls que jamais, gardiens d'une douleur que plus personne ne voulait voir ou partager. Le silence de la communauté était devenu aussi pesant que celui de l'enquête. C'est à cette période que Sophie a commencé sa propre croisade, solitaire et obsessionnelle. Puisque la police avait échoué, elle allait trouver la vérité. Elle-même, elle a transformé le salon en quartier général d'enquête, couvrant les murs de cartes, de chronologies et de photos. Elle a passé des mois à relire les journaux intimes d'Amélie, ses poèmes, ses histoires, cherchant un indice, un nom, une peur cachée entre les lignes. Elle analysait chaque mot, chaque dessin, avec la conviction désespérée qu'une enfant aussi observatrice que sa fille avait forcément dû laisser une trace. C'était une quête irrationnelle, celle d'une mère refusant d'accepter l'absurdité du silence. Elle était si proche, touchant du doigt les cahiers où la vérité était écrite, sans pour autant posséder la clé pour la déchiffrer. Pendant près de 20 ans, l'affaire est restée en sommeil, une douleur sourde et acceptée. Puis, en 2015, le destin a orchestré une rencontre improbable entre le passé et le présent. L'école de Clairefontaine, désireuse de tourner la page et de se moderniser, avait entrepris d'importants travaux de rénovation. Une jeune enseignante, Chloé, fraîchement arrivée dans la région et donc étrangère au poids du drame local, fut chargée d'une tâche simple, vider un vieux placard de rangement dans l'ancienne salle de classe de Madame Mercier, partie à la retraite des années plus tôt. C'était un placard que personne n'avait ouvert depuis une éternité, une capsule temporelle remplie de matériel pédagogique obsolète, de livres jaunis et de l'odeur caractéristique de la poussière et des souvenirs oubliés. Un acte anodin qui allait pourtant provoquer un séisme. Au milieu des piles de vieux manuels et de cartes géographiques décolorées, Chloé a mis la main sur une boîte en carton sur laquelle une écriture tremblante indiquait « Rédaction, CM2, 1995 ». Par curiosité professionnelle,
Mais aussi parce qu'elle connaissait la légende tragique de la petite fille disparue de cette école, elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur, des dizaines de cahiers d'écoliers, aux couvertures colorées et aux lignes remplies d'une écriture enfantine et appliquée. C'était un plongeon direct dans le passé, un instantané de la vie de classe juste avant que la tragédie ne frappe. Elle a commencé à les feuilleter distraitement, souriant devant l'innocence des textes, jusqu'à ce que son regard soit attiré par un nom qui faisait partie de l'histoire de Clairefontaine. Amélie Laurent. La rédaction d'Amélie était là, parfaitement conservée. Le titre, écrit en lettres rondes, était « Mon endroit secret ». Chloé s'est assise sur un petit tabouret et a commencé à lire. Le texte décrivait avec une poésie enfantine un refuge imaginaire, un lieu où Amélie se sentait en sécurité, loin du bruit et de l'agitation. Elle y parlait d'un roi méchant et d'un gardien silencieux. À première vue, rien de plus qu'une histoire inventée par une enfant à l'imagination fertile, le genre de texte que Madame Mercier avait dû lire des centaines de fois. C'était touchant, poignant même, en sachant le sort de son auteur. Pour n'importe qui, d'autres, l'histoire se serait arrêtée là. Mais Chloé, avec son regard neuf, a remarqué quelque chose que personne, pas même l'enseignante de l'époque, n'avait vu. Ce n'était pas le contenu qui était étrange, mais la forme. Amélie avait écrit son texte d'une manière particulière, en s'assurant que chaque nouvelle ligne commençait par une lettre majuscule, même au milieu d'une phrase. Intriguée par cette anomalie grammaticale, Chloé a lu les premières lettres de chaque ligne à la verticale. L-E, C-O-N-C-I-E-R-G-E-M-U-G-U-E-T-T-E. Son cœur s'est mis à battre plus fort. Elle a continué, la respiration coupée. A-I-D-E, la phrase complète est apparue, glaciale et sans équivoque. Le concierge me guette. Aide. Un frisson d'horreur a parcouru Chloé. Ce n'était pas une rédaction, c'était un message codé. Un appel au secours désespéré, dissimulé à la vue de tous depuis 20 ans. Le choc a laissé place à une myriade de questions vertigineuses. Le concierge? Monsieur? Garnier, le vieil homme solitaire que toute la ville avait soupçonné avant qu'il ne soit blanchi, faute de preuves? Le texte innocent d'Amélie prenait soudain un sens terrifiant. L'endroit secret n'était plus un refuge, mais une cachette. Le gardien silencieux n'était plus un personnage de conte, mais une menace réelle. Chloé tenait entre ses mains la pièce manquante du puzzle, une preuve écrite de la main même de la victime. Mais que faire? 20 ans s'étaient écoulés. Présenter cela à la police risquait de la faire passer pour une illuminée, rouvrant des blessures que la communauté avait tenté de refermer. Le doute s'est insinué. Était-ce une coïncidence? Une interprétation forcée née de son imagination? Pourtant, en relisant le texte, l'intention semblait évidente. La peur d'Amélie transparaissait désormais à travers chaque mot anodin. Cette enfant, trop discrète ou trop effrayée pour parler ouvertement, avait utilisé son talent pour l'écriture, son intelligence, pour lancer une bouteille à la mer. Une bouteille qui était restée échouée dans un placard poussiéreux. La révélation était doublement tragique. Non seulement elle désignait un suspect potentiel, mais elle soulignait l'échec collectif. L'appel au secours avait été là, sous les yeux de sa professeure, peut-être même de ses parents, s'ils avaient conservé ses travaux, mais personne n'avait su le lire. La culpabilité rétrospective était écrasante. Combien de vies auraient été différentes si quelqu'un avait simplement prêté plus d'attention? Après une nuit d'hésitation, Chloé a pris sa décision. Le risque d'être ridicule était infime comparé à la possibilité d'ignorer la dernière volonté d'une enfant. Le lendemain matin, la rédaction d'Amélie Laurent à la main, elle s'est présentée à la gendarmerie de Clairefontaine. Au début, les officiers étaient sceptiques, habitués aux théories farfelues qui avaient fleuri autour de l'affaire pendant des années. Mais lorsqu'ils ont vu le cahier original, la régularité de l'acrostiche, et qu'ils l'ont comparé aux autres écrits d'Amélie conservés dans le dossier, leur scepticisme s'est transformé en un intérêt intense. Pour la première fois en 2 décennies, une piste nouvelle, concrète et tangible, venait d'émerger. Le dossier Amélie Laurent, froid et enterré sous la poussière des archives, venait d'être officiellement rouvert. La réouverture du dossier a été confiée à une nouvelle génération de gendarmes, menée par la capitaine Eva Rostand, une femme de 40 ans réputée pour sa ténacité et son regard neuf sur les affaires classées. Loin de l'agitation médiatique qui avait paralysé l'enquête initiale, Rostand et son équipe ont décidé d'agir dans l'ombre.
Leur première action fut de placer M. Garnier, le concierge, désormais un retraité de 82 ans, vivant paisiblement en périphérie de Clairefontaine, sous une surveillance discrète. L'acrostiche était une bombe, mais une bombe vieille de 20 ans. Avant de la faire exploser, il fallait s'assurer que les murs autour de la cible étaient solides. Ils ont commencé par disséquer le dossier original, chaque témoignage, chaque rapport, mais cette fois, ils le lisaient avec la clé de lecture qu'Amélie leur avait laissée. L'équipe de Rostand a ensuite rendu visite à Madame Mercier, l'ancienne professeure de français. Ils l'ont trouvée dans une petite maison de retraite, l'esprit encore vif mais le corps fatigué, toujours hanté par le visage d'Amélie. Lorsqu'ils lui ont montré la rédaction et lui ont révélé l'acrostiche, la vieille dame a fondu en larmes. C'était un mélange de choc et d'une culpabilité dévastatrice. Au milieu de ses sanglots, un souvenir a refait surface, une bribe de conversation qu'elle avait jugée sans importance à l'époque. Quelques jours avant sa disparition, Amélie lui avait confié, en parlant d'un de ses contes, qu'elle n'aimait pas le roi du château, car il avait des yeux qui comptaient tout. À l'époque, Madame Mercier avait pensé qu'il s'agissait d'un personnage imaginaire. Mais dans l'école, il n'y avait qu'un seul homme que les enfants surnommaient parfois ainsi, le directeur Reynard. Ce surnom, le roi du château, a provoqué un électrochoc au sein de l'équipe d'enquête. Pour la première fois en 20 ans, le regard se détournait du concierge pour se poser sur une figure jusqu'alors intouchable, le directeur Reynard, un homme qui avait pris sa retraite avec les honneurs quelques années après le drame, salué pour avoir su maintenir le cap dans la tempête. Soudain, sa froideur, son contrôle excessif de la communication, son empressement à tourner la page, prenaient une toute autre signification. La capitaine Rostand a immédiatement demandé une analyse complète des archives financières de l'école pour la période 1994-1996. C'était une requête inhabituelle pour une affaire de disparition, mais Rostand suivait son instinct. Si Reynard était le roi, il fallait vérifier les comptes de son royaume. La piste financière s'est révélée être la bonne. Les experts comptables de la gendarmerie, habitués à traquer la fraude en col blanc, ont mis au jour des irrégularités flagrantes, des sommes considérables officiellement allouées à des projets de rénovation de la bibliothèque et à l'achat de matériel informatique, n'avaient jamais été dépensées. L'argent s'était volatilisé via des factures émises par des entreprises fantômes qui menaient toutes, d'une manière ou d'une autre, à des comptes liés de près ou de loin à Reynard. Le mobile, jusque-là absent, venait d'apparaître dans une lumière crue. Le détournement de fonds. Amélie, l'enfant curieuse et exceptionnellement intelligente, qui aimait se cacher pour lire dans des recoins tranquilles de l'école, avait-elle surpris le roi en train de compter autre chose que des points ou des notes? Avec ce mobile en tête, les enquêteurs ont superposé la chronologie du détournement de fonds avec celle de la disparition d'Amélie. La coïncidence était glaçante. Les détournements les plus importants avaient eu lieu dans les semaines précédant le 12 octobre 1995. Mais une autre découverte a fait basculer l'enquête dans l'horreur. Le projet de construction du nouveau gymnase, présenté par Reynard comme une nécessité pour aller de l'avant et offrir un nouvel avenir aux enfants, a été approuvé en urgence moins d'un mois après la disparition. Les travaux avaient commencé à une vitesse inhabituelle. Une question terrible a alors germé dans l'esprit de la capitaine Rostand. Et si l'on n'avait pas cherché Amélie au bon endroit? Et si elle n'avait jamais quitté l'école? Armés de ces nouveaux éléments, les gendarmes ont convoqué M. Garnier. L'interrogatoire n'a pas commencé par des accusations directes. La capitaine Rostand a installé une atmosphère calme, presque conversationnelle. Elle a parlé du bon vieux temps, de l'école, de la fierté qu'il devait avoir d'y avoir travaillé si longtemps. Puis, elle a glissé le nom de Reynard. Elle a évoqué les problèmes d'argent, les factures, le gymnase construit si vite. Garnier, qui était entré dans la pièce avec l'assurance d'un vieil homme qui n'a rien à se reprocher, a commencé à se crisper. Son regard est devenu fuyant. Le poids de 20 ans de silence semblait soudain s'abattre sur ses épaules frêles. Il niait, mais sa voix tremblait. Il n'était plus le suspect principal, mais il était la clé. Le point de rupture est survenu lorsque Rostand a posé une question simple, mais dévastatrice. « Avez-vous déjà eu peur de M. Reynard, Jacques ?» Le prénom utilisé pour la première fois a brisé la carapace du vieil homme. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues ridées. Il a secoué la tête, mais c'était un déni faible, presque un appel à l'aide. Il n'était pas un homme bon,
a-t-il murmuré, la voix brisée. Il savait des choses sur tout le monde. Il savait comment vous faire faire ce qu'il voulait. Ce n'était pas encore une confession, mais c'était la première fissure dans le mur du silence. Garnier venait d'admettre qu'il était sous l'emprise du directeur. La vérité sur ce qui s'était passé dans l'école, ce 12 octobre 1995, était sur le point d'éclater. Sous la pression douce mais inflexible de la capitaine Rostand, le barrage a cédé. 20 ans de peur, de culpabilité et de secret ont explosé en un flot de larmes et de mots incohérents. Jacques Garnier, le vieil homme brisé, a confessé. Mais ce n'était pas la confession d'un monstre, mais celle d'un homme piégé, d'un complice terrorisé. Il a raconté comment Reynard, dès son arrivée à la direction de l'école, avait établi un règne de contrôle et de manipulation. Le directeur connaissait une vieille histoire sur Garnier, une erreur de jeunesse qui, si elle était révélée, aurait détruit sa vie déjà précaire. Reynard le tenait, et il a utilisé ce pouvoir de la manière la plus abjecte qui soit. Le jour de la disparition d'Amélie, ce chantage a scellé le destin de la fillette. La vérité était à la fois simple et sordide. Amélie, dans sa quête perpétuelle d'un coin tranquille pour lire, s'était cachée dans un grand placard de fournitures près du bureau du directeur, un de ses endroits secrets. De là, par une fente de la porte, elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Monsieur Reynard, le roi du château, manipulant les registres comptables et dissimulant des liasses de billets dans une mallette. Elle n'a probablement pas compris la portée de son acte, mais Reynard, en se retournant, a croisé son regard d'enfant à travers la fente. Dans sa paranoïa, il a vu non pas une élève, mais un témoin. Un témoin qui, avec son intelligence vive, pourrait un jour parler. Il ne pouvait pas prendre ce risque. La panique et une froide détermination se sont emparées de lui. Le plan de Reynard fut immédiat et cruel. Il est allé chercher Garnier, lui rappelant la menace qui pesait sur lui. Il lui a ordonné d'aller chercher Amélie sous un prétexte anodin. C'est Garnier qui, le cœur battant, a approché la fillette dans le couloir, lui disant que le directeur voulait la féliciter personnellement pour sa rédaction. Amélie, qui respectait l'autorité, a suivi le concierge sans méfiance. Personne n'a trouvé la scène suspecte. C'était le concierge de l'école parlant à une élève, une scène banale. Garnier l'a conduite non pas au bureau, mais à la chaufferie, au sous-sol. Il a raconté aux enquêteurs le regard confus d'Amélie lorsqu'elle a vu Reynard l'attendre, là le visage fermé. C'est la dernière image qu'il a eue d'elle vivante. Reynard lui a ordonné de monter la garde à la porte et de s'assurer que personne ne vienne. Garnier n'a pas assisté au meurtre. Il est resté dehors, tremblant, écoutant les bruits étouffés, le bref son d'une lutte puis un silence de mort. Un silence qui l'a hanté chaque nuit pendant 20 ans. Quand Reynard est sorti, il était seul. Son calme était terrifiant. Il a simplement dit à Garnier « Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Si tu parles, ta vie est finie, et personne ne te croira de toute façon. » La menace était absolue. Garnier, piégé par son propre secret et terrorisé par la froideur du directeur, s'est muré dans le silence. Il a regardé la police enquêter, il a subi les soupçons de la ville, portant le poids d'un crime qu'il n'avait pas commis, mais qu'il avait permis par sa lâcheté. Il est devenu le bouc émissaire parfait, protégeant involontairement le véritable monstre. La confession de Garnier a ensuite révélé l'horreur ultime. Plus tard dans la nuit, Reynard l'a forcé à l'aider à déplacer le petit corps d'Amélie enveloppé dans une bâche. Ils l'ont caché temporairement dans une zone de stockage désaffectée, sur le terrain même où, quelques semaines plus tard, la construction du nouveau gymnase allait commencer. Garnier a alors compris le plan machiavélique de Reynard. Le projet de gymnase, présenté comme un moyen de tourner la page et d'offrir un avenir radieux aux enfants, n'était qu'une sinistre opportunité. C'était le moyen de créer une tombe de béton, un caveau inviolable pour son crime. Reynard a personnellement supervisé chaque étape du chantier, s'assurant que son secret soit enterré profondément sous les fondations de ce symbole de renouveau. La confession était complète, détaillée, et corroborée par les preuves financières déjà découvertes. La capitaine Rostand n'a pas perdu une seconde, alors que Reynard, désormais un notable respecté de 78 ans, vivant une retraite dorée sur la côte d'Azur, était placé en état d'arrestation. Une autre équipe se déployait à Clairefontaine. L'école a été fermée, le gymnase bouclé par la gendarmerie. Une équipe de techniciens en identification criminelle, équipée d'un géoradar, a commencé à sonder le sol du gymnase, à l'endroit exact indiqué par Garnier. Le silence était pesant.
seulement brisée par le bip régulier de la machine. Les parents, Laurent, prévenus avec une infinie précaution, attendaient non loin de là. Leur dernière heure de vérité suspendue à un signal électronique. Le signal est venu. Sur l'écran de l'opérateur, une anomalie claire est apparue sous la dalle de béton. Une forme, d'une densité différente du reste du sol, aux dimensions compatibles avec celles d'un enfant. Il n'y avait plus de doute. Amélie n'avait jamais quitté l'école. Elle était restée là pendant 20 ans, sous les pieds de milliers d'enfants qui couraient et jouaient, ignorant le terrible secret que le sol cachait. Vérité, enfin mise au jour par les mots d'une rédaction et la confession d'un vieil homme, était sur le point d'être physiquement exhumée. Pour Clairefontaine, le choc ne faisait que commencer. Le symbole de leur avenir était construit sur la tombe d'une de leurs enfants. L'excavation a commencé à l'aube, sous un silence de cathédrale. Le son du marteau-piqueur brisant le béton du gymnase a résonné dans toute la ville comme un coup de tonnerre retardé de 20 ans. Chaque morceau de ciment retiré était une couche de mensonges qui s'effritait. Puis le travail est devenu manuel, délicat. Sous les fondations, les archéologues judiciaires ont mis au jour une bâche en plastique. À l'intérieur, les restes d'un petit corps. Pour Philippe et Sophie Laurent, qui attendaient dans une voiture de gendarmerie à quelques mètres de là, la confirmation n'a pas été un cri, mais un effondrement silencieux. Sophie a posé sa tête sur l'épaule de son mari, et pour la première fois en 2 décennies, ils ont pleuré ensemble, non plus dans l'incertitude, mais dans la certitude la plus atroce qui soit. L'attente était terminée. Le long cauchemar venait de trouver son épilogue. Le procès de Reynard et Garnier est devenu un événement national, le symbole de la justice tardive. Reynard, jusqu'au bout, a maintenu une posture arrogante, niant tout en bloc, traitant les accusations de fantasmes d'une communauté hystérique. Il est apparu comme un homme froid, calculateur, incapable du moindre remords. À l'inverse, Jacques Garnier, frêle et voûté, a raconté son histoire d'une voix brisée, détaillant le chantage, la peur qui l'avait paralysé et la culpabilité qui l'avait rongé chaque jour pendant 20 ans. Il n'a jamais cherché d'excuses, seulement le pardon. Face aux preuves accablantes, la rédaction, les comptes financiers, la confession et surtout le corps d'Amélie, le verdict a été sans appel. Reynard a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération. Garnier a écopé d'une peine de 5 ans de prison pour complicité et non-dénonciation de crime, une sentence allégée tenant compte de sa coopération. Les funérailles d'Amélie Laurent ont eu lieu 1 semaine plus tard. Clairefontaine s'est arrêtée. L'église était trop petite pour contenir la foule immense venue rendre un dernier hommage. Des gens de tous âges, dont beaucoup étaient des camarades de classe d'Amélie, aujourd'hui adultes avec leurs propres enfants, se tenaient sous une pluie fine, le visage grave. Madame Mercier était là, au premier rang, s'appuyant sur une canne, son visage ravagé par le chagrin et le regret. Chloé, la jeune enseignante, et la capitaine Rostand se tenaient discrètement à l'arrière, témoins silencieux de la conclusion de leur travail. Ce jour-là, la ville n'enterrait pas seulement une enfant, mais aussi 2 décennies de suspicion, de peur et de silence. C'était un deuil collectif, une catharsis nécessaire pour que la communauté puisse enfin commencer à guérir de sa blessure la plus profonde. Après les funérailles, un calme étrange s'est installé dans la maison des Laurent. Le sanctuaire de la chambre d'Amélie a été démantelé, non pas pour l'oublier, mais pour la laisser reposer en paix. Philippe et Sophie ont commencé à se reparler, vraiment. Le mur de silence que l'incertitude avait bâti entre eux s'est effondré avec la vérité. Ils pouvaient enfin partager leurs souvenirs sans que l'angoisse de l'inconnu ne vienne tout empoisonner. Ils se sont souvenus de son rire, de sa manie de lire en marchant, de ses questions incessantes sur le monde. La douleur était immense, insondable, mais elle était désormais une douleur pure, un deuil véritable. Ils n'étaient plus les parents d'une disparue, mais les parents d'une fille qui leur avait été arrachée. Cette distinction, si terrible soit-elle, leur a permis de se retrouver et de faire face à leur chagrin, main dans la main. Le gymnase, devenu un monument de l'horreur, a été au centre d'un débat houleux mais bref au sein de la municipalité. Personne ne pouvait imaginer y envoyer à nouveau des enfants jouer. La décision a été unanime, il serait démoli. La démolition a été un acte symbolique, suivi par de nombreux habitants en silence. Voir les murs s'effondrer était comme assister à l'exorcisme de la ville. Sur les ruines, il a été décidé de ne rien reconstruire de grand. À la place,
un jardin public a été aménagé, un lieu de vie et de lumière, un espace simple avec des bancs et des cerisiers du Japon, baptisé le jardin d'Amélie. C'était une manière de transformer un lieu de mort en un lieu de mémoire et de paix, de rendre à cet endroit sa vocation première, appartenir aux enfants. L'héritage d'Amélie Laurent a transcendé la tragédie. Elle n'est plus seulement la petite victime d'un crime sordide, mais celle qui, par son intelligence et son courage silencieux, a résolu sa propre affaire. Sa rédaction est devenue un symbole puissant de la vérité qui finit toujours par émerger. Une fondation a été créée en son nom par ses parents, finançant des bourses pour des enfants doués pour l'écriture dans les zones rurales. Dans la nouvelle bibliothèque de l'école, reconstruite et agrandie, une simple plaque de laiton a été fixée au mur. Elle ne porte que son nom et une phrase « La voix d'un enfant trouve toujours le moyen de crier la vérité ». La ville de Clairefontaine ne sera plus jamais la même, mais elle a appris qu'aucun secret n'est éternel et que la mémoire, lorsqu'elle est honorée, peut transformer la plus sombre des histoires en une leçon de vie. L'affaire Amélie Laurent n'a pas seulement mis fin à un mystère, elle a redéfini une communauté entière. Le gymnase, symbole de l'horreur et du mensonge, a été rasé et avec lui, les dernières fondations de l'ancienne Clairefontaine. À sa place se trouve aujourd'hui le jardin d'Amélie, un espace de vie simple et lumineux. Ce n'est pas un mémorial lourd et solennel, mais un lieu où l'on entend à nouveau les rires des enfants, où les jeunes couples viennent s'asseoir sur les bancs et où les personnes âgées lisent au soleil. C'est comme si la ville, en démolissant la tombe de béton, avait choisi de répondre à l'obscurité par la lumière, à la mort par la vie. Chaque cerisier en fleurs est une promesse que même après la plus longue des nuits, le printemps finit toujours par revenir, honorant la mémoire d'Amélie non pas par des larmes, mais par la simple joie de vivre. Le legs d'Amélie, cependant, va bien au-delà de ce jardin. Elle est passée du statut de victime tragique à celui d'héroïne silencieuse. Dans les esprits, elle n'est plus seulement la petite fille qui a disparu, mais celle qui a laissé derrière elle la clé de son propre meurtre, une énigme que seule son intelligence pouvait concevoir. La Fondation Amélie Laurent, créée par ses parents, offre désormais des bourses à des enfants issus de milieux modestes qui, comme elle, montrent un talent exceptionnel pour l'écriture et la résolution de problèmes. Dans la nouvelle bibliothèque de l'école, une plaque de cuivre porte son nom et une seule phrase, tirée d'une de ses autres histoires. Les mots sont des clés qui peuvent ouvrir les portes les plus lourdes. Son histoire est devenue un puissant rappel que la force ne réside pas toujours dans le bruit, mais parfois dans la quiétude d'un esprit observateur. Pour Philippe et Sophie Laurent, la vérité n'a pas effacé la douleur, mais elle l'a transformée. Le poison de l'incertitude, qui les avait rongés et séparés pendant 20 ans, a enfin été purgé. Ils ont pu ranger les affaires d'Amélie, non pas pour l'oublier, mais pour enfin la laisser partir. Ils ont retrouvé la capacité de se souvenir des jours heureux, de son sourire espiègle, de ses questions incessantes sur le monde, sans que ces souvenirs ne soient immédiatement corrompus par l'angoisse de sa disparition. Le deuil est devenu un chemin qu'ils pouvaient parcourir ensemble, et non une prison solitaire. Ils ont appris à vivre non pas avec son absence, mais avec sa mémoire. C'est une paix fragile, une cicatrice qui ne disparaîtra jamais, mais c'est une paix tout de même, une chose qu'ils n'osaient plus espérer. L'histoire d'Amélie Laurent nous enseigne une leçon fondamentale et intemporelle. Elle nous montre que la vérité, même lorsqu'elle est enterrée sous des tonnes de béton et de mensonges, possède une vitalité tenace. Elle peut rester dormante pendant des années, des décennies, mais elle attend patiemment son heure. Elle nous rappelle que les actes les plus monstrueux peuvent se cacher derrière les façades les plus respectables et que la confiance ne doit jamais être aveugle. Mais surtout, elle prouve que la voix d'un enfant, même réduite au silence, possède une résonance qui traverse le temps. Amélie a crié à l'aide dans un cahier d'écolier et 20 ans plus tard, son cri a été entendu, faisant s'effondrer un empire de mensonges. C'est la victoire ultime de l'innocence sur la corruption et de la mémoire sur l'oubli. L'histoire d'Amélie nous rappelle que derrière chaque dossier classé, il y a des vies brisées qui attendent des réponses. Si vous croyez qu'aucune victime ne devrait être oubliée et que la quête de la vérité est un combat qui mérite d'être mené, partagez cette vidéo. Elle est un hommage à sa mémoire et à celle de tous ceux dont la voix attend encore d'être entendue. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies sur les affaires qui ont besoin d'être racontées. Merci de nous avoir écoutés.